Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait notre petit tour d'horizon classique, essayer de voir s'il y a des choses intéressantes à faire sur des UT swing et toujours pas d'intraday. Alors je sais, ça peut vous embêter, parce que c'est vrai que ces émissions, normalement, je suis supposé vous les faire en intraday. Je préfère pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre ne pas faire d'intraday. Au vu des différentes distorsions en place sur la plupart des actifs sur lesquels je fais normalement ces trades intraday, à savoir donc les indices majeurs ou un peu de forex. Mais là, tout est extrêmement distordu, en train de faire un peu n'importe quoi depuis plusieurs semaines. Et du coup, je préfère éviter tant qu'on n'y voit pas un petit peu plus clair. Donc que du swing, c'est-à-dire je supprime tout ce qui est inférieur à des UT horaires pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre. Donc effectivement, même si on devrait faire de l'intraday, on fait toujours que des émissions swing. Pour les cryptos, évidemment, ça concerne absolument pas, puisque là, on est toujours sans information. On attend gentiment de retrouver soit la formation d'un range, c'est-à-dire que pour moi, on a une vague de baisse et puis plus rien. Donc je ne sais pas du tout dans quel contexte on est, à savoir, soit on vous dit on rattaque le canal de tendance pour aller un peu plus bas, soit on repasse dans la partie supérieure pour confirmer cette borne-là. En attendant, sincèrement, moi, tant qu'on va pas soit 150, soit qu'on casse pas le premier, le Fibo 38% ici à 136, il n'y a sincèrement pas grand-chose d'autre à faire. Notre contexte s'est retourné à la hausse en 4 heures, hein, donc ce qui veut dire que la tendance daily, elle passe haussière dans un contexte qui est toujours baissier, d'accord? Donc toujours bien noter et différencier ces deux choses, la tendance, ce qu'on suit, mais qui s'épuise quand elle arrive aux bornes d'un contexte. Et donc on traite toujours le contexte, on ne traite pas la tendance. Enfin, la tendance, c'est ce que traitent les suiveurs de tendance. Moi, mon job, c'est pas de suivre la tendance, c'est de l'anticiper. Donc moi, j'anticipe que la tendance va échouer ou en tout cas ralentir sur les bornes du contexte sous certaines conditions. Enfin, vous connaissez tout ça normalement. Donc on attend pour l'instant donc de savoir si une tendance va réellement émerger en daily ou si on va donc mourir ici et retomber toujours plus bas dans la formation donc d'un range de fin de tendance baissière. Moi je pense qu'on va retourner assez vite mais qu'on ne va pas casser beaucoup de résistance. Hein, je vous maintiens, pour moi je pense que le range va se former entre la zone là des 250-270 et le support que je pense nous tiendrons probablement à terme des 170. Donc je pense qu'on travaille cette zone pour la dernière fois. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'il était intéressant de prendre un trade spéculatif dedans. Maintenant, attention, ce n'est pas une garantie. Voilà, donc jusqu'à nouvel ordre, patience ici, mais les objectifs sont donc... pardon, je ne sais plus où on en était, hein, mais donc voilà, l'objectif c'est de dire, normalement ici, installation d'un range plutôt de type fin de tendance, on a bien installé et borné ici les ranges, donc un range dans une tendance très mature, pour moi, ça sent le range qu'on va polariser à la hausse. Maintenant, attention, hein, et je pense qu'il faut être prudent sur le fait que, pour moi, ça peut durer très longtemps, là, cette phase de conso qu'on a ici. Ceux qui pensent qu'on va forcément être là dans une semaine, non, par contre, là pour l'instant, moi je garde quand même un biais positif au sein de ce range. Maintenant, si jamais on devait retourner dans le bas, vous le savez, pour ma part, je laisserai tomber la partie spéculative, je resterai en buy and hold. L'objectif de ce buy and hold, toujours le même, retourner chercher les contextes vendeurs en daily, c'est-à-dire retourner chercher des vendeurs en fait, essayer de voir s'il y a toujours des ventes à faire sur les UT hebdomadaires ou si en hebdo aussi on a fini de consolider. Allez, donc les marchés classiques, péniblement à Wall Street, installé une clôture baissière hier, ça reste un avalement baissier. Alors sur le futur, évidemment, puisque sur le cash, il ne fallait pas donner d'informations. Donc sur le cash, si, c'est un avalement baissier aussi, mais une clôture positive, c'est-à-dire qu'il fallait quand même brouiller un peu les pistes à Wall Street. C'était essentiel dans ce jeu de dupes dans lequel nous sommes. Moi, ce qui m'importait sincèrement, c'était simplement qu'on clôture pas au-dessus de cette oblique. C'est ce qu'on a exactement fait. Donc le rejet parfait l'autre jour. La petite baisse, on avait dit, attention, ils vont probablement essayer de revenir chercher les résistances. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça rejette et on sort du biseau. Alors cette fois, peut-être qu'on va enfin avoir une accélération en sortie de biseau au lieu de simplement venir piéger des vendeurs. Moi, je pense sincèrement que c'est le cas. Là, c'est plus de la tendance, je vous dis, c'est de la connerie. Voilà, en horaire, on est donc sur du pur excès de marché ici. Il fallait, pour ma part, être vendeur. Donc, c'est fait. Je l'aurais eu, mon S&P 500, je pense, après tant
tant de jours et de jours de patience, et donc je maintiens pour ma part le billet et que donc je conserve mon trade, hein, donc j'ai de par là, et donc j'ai maintenant un prix de revient moyen beaucoup plus confortable qu'avant, proche des 27,57 à 56, hein, parce que du coup j'ai quand même pris un tout petit renfort, j'avais sorti du cash, mais j'en ai pas sorti tant que ça, hein. Voilà, donc le principe était de faire ça, c'est-à-dire d'essayer de suivre ce merdier pour avoir le prix de revient moyen le plus haut. Donc je suis toujours en négatif, il n'y a pas de souci, le S&P 500 n'est toujours pas passé positif pour moi, mais j'escompte bien qu'il le fasse dans l'avenir. Au risque de paraître relou, je vous rappelle les contextes de ces trades. Il s'agit donc de trades dans des zones de contexte vendeur, qui sont donc des trades spéculatifs, qui visent à être précurseurs de futures tendances baissières sur les UT inférieures, à savoir donc sur les canaux, hein. Voilà, ici, je veux contrer un canal de tendance à la baisse pour installer le retour d'un sentiment vendeur. Donc déjà, partir dans la partie basse de ce canal, revenir en tester la médiane, hein, ici. Et là, on voit que de toute façon, le canal de tendance est très grand comparé au canal de contexte. Donc on est bien dans des contextes de range. L'hésitation domine, il y a très peu de probabilité de voir émerger de réelles tendances ici. Donc on est bien, entre guillemets, on essaie d'instiguer des tendances, mais à chaque fois, on revient taper au maximum sur les bornes de contexte pour donc essayer de revenir trouver un sentiment, qu'il soit acheteur ou vendeur. Bon, moi, je pense sincèrement que c'est fini, c'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que tous les jours, vous avez un nouveau news flow. Moi, ça m'amuse, mais je trouve ça génial, en fait, maintenant, d'avoir tout ce truc-là sur TradingView, parce que du coup, je vois passer le news flow débile qui sert à rien, hein, parce que même la plupart du temps, c'est même pas des humains qui sont derrière ces articles, c'est des robots qui écrivent des articles. Enfin, c'est un truc de fou. Et vous voyez, donc, ça m'amuse vraiment. 2 jours avant, vous aviez le marché s'euphorise sur le Trump, sur l'accord commercial sino-américain, et bim, 2 jours après, le marché s'épuise, enfin le lendemain, le marché s'épuise sur les espoirs de cet accord sino-américain. Enfin, c'est d'une connerie. En gros, quand ça monte, il vous explique pourquoi ça monte, quand ça baisse, il vous explique pourquoi ça baisse. Enfin, c'est complètement fou, en utilisant donc l'argument contraire un jour et le jour suivant, en utilisant le même argument, que ce soit pour justifier une hausse ou une baisse à un jour d'intervalle. Bon, je vous dis, c'est voilà, la pure fiction, où il faut en fait vous expliquer ce qui se passe alors qu'on n'y comprend que dalle. Donc en gros, ça monte parce que ça monte, ça baisse parce que ça baisse. Donc d'une manière technique, pour moi, on est dans des contextes vendeurs, je maintiens que des ventes, c'est impossible d'acheter dans ces zones-là, c'est juste complètement fou. Alors qu'on soit venu chercher et déborder les contextes, c'est encore plus fou, mais alors vraiment encore plus fou. Mais bon, c'est comme ça, et pour ma part, je ne l'ai pas vu venir, mais ça arrive, donc je vais le subir. Et ce qu'on voit très clairement en plus, c'est que donc, malgré le fait qu'on soit revenu chercher des contextes, et je maintiens pour moi ces ventes-là, elles étaient tout à fait logiques et il fallait les prendre. D'un point de vue technique, je ne vois pas comment elles étaient évitées. On ne pouvait pas les éviter. Il y avait bien les signaux techniques, on était bien sur des zones techniques, il fallait vendre ici. J'ai aucun regret à avoir pris ces positions-là. Maintenant, il est vrai que c'est la structure globale de cette hausse qui franchement laisse à désirer. Mais bon, voilà. La réalité, c'est que on vient taper le contexte et on le déborde, mais dès qu'on vient déborder le contexte, il n'y a absolument rien du tout qui suit. Et je pense que ça risque de se retourner assez brutal. Donc pour moi, les supports, c'est de retourner chercher toutes les zones où on a essayé de démonter, hein, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien que les vendeurs se sont fait racler, donc on va essayer de revenir chercher des vendeurs qui vont se racheter parce que ils ont tenu des positions en perte et puis il faudra bien les déboucler au bout d'un moment. Donc on va là, rappelez-vous l'échéance, donc le 15... à garder sur vos graphiques, hein, voilà, donc la prochaine échéance future, hop, hop, donc voilà, jusqu'au 15, grand miracle, est-ce qu'on va ici essayer de racler tous les stops, j'espère pas le mien, ou alors est-ce qu'on se replie vers cette zone-là, qui me semble toujours plus viable, ou alors est-ce qu'on fait un entre-deux qui consiste à clôturer vers la zone des 2720, qui était donc la clôture future, comme on l'avait vu à l'époque. Je crois que je les ai gardés, mes clôtures futures, voilà, qui est donc de dire on vient clôturer vers 2711, voilà, par là, pour dire on vient clôturer la même chose, enfin la même échéance future en year to year, pour des raisons techniques, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On va regarder en intraday, du coup, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent. Donc en horaire, enfin en intraday, je ne parle pas d'intraday, hein, voilà. Mais là, je pense qu'on est sur une vraie borne de range.
et que voilà, bon là en horaire il y a quelque chose à faire. Voilà, quand on voit ça, là c'est pas inintéressant. On voit bien que le marché a bien borné ici, ça rejette des stops partout, donc l'accumulation est faite. Je pense qu'ici on peut spéculer sur la formation d'un range. Là on est bien en train d'installer plusieurs clôtures sous les contextes acheteurs. Donc là, il n'y a plus de soutien acheteur. Hein. C'est pas comme à chaque fois où ici, hop, ça venait, ça retrouvait tout de suite un flux magiquement acheteur et euphorique pour des raisons donc diverses et variées, mais certainement pas toutes liées à notre cher ami Trump et son administration, et plus, à mon avis, lié à des mouvements de market making qui venaient chasser des stops. Donc maintenant qu'on y est, je pense que cette tendance est terminée, plus que mature. Ça aura duré tellement longtemps. Enfin, moi, je trouve ça, c'était épuisant, hein, même pour moi, et j'ai beaucoup plus de patience que la plupart d'entre vous. Donc, voilà, pour moi, donc tant qu'on reste sous ce truc-là, je pense que c'est plutôt donc la formation d'un range vendeur, hein, donc plutôt pour ma part, qui va se former. On va probablement aller rechercher les derniers supports dans un premier temps, puis on va voir si ça peut aller un peu plus bas. Moi, j'aimerais voir un schéma en 5 vagues, à savoir donc 1, 2, ici, donc il faut que ça casse un support, j'aimerais qu'on vienne là, voilà, qu'on arrive à glisser là-dessous, et derrière, donc, il y aura probablement une petite vague 5 en extension, histoire de marquer les esprits. On laisse le marché remonter, très probablement, à ce stade-là, il viendra nous jouer l'oblique, hein, c'est le grand classique du marché. Donc notez ça hein, sur vos graphiques. Pour ceux qui font de l'intraday, c'est le truc qu'il va falloir noter et garder à l'esprit dans les prochains jours. Voilà, c'est de se dire, bon, on a réussi à faire les gugus ici, et garder cette ligne de tendance, puisqu'on risque d'aller lui redire bonjour sur les UT horaires ensuite. Enfin, c'est le maxi. Disons qu'après, il faudra gérer votre risque au-dessus de l'oblique, puisqu'il faudra autoriser donc des pullbacks éventuellement jusqu'à cette dernière. C'est le maxi, hein. Je n'ai pas dit qu'il faudrait attendre de toucher l'oblique pour vendre. Moi, je vendrais le contexte vendeur, c'est-à-dire, comme toujours, je spécule sur la fin de cette tendance. Donc, j'ai pris des trades spéculatifs et je me suis fait arracher sur une tendance complètement débilos qui s'est installée et surtout qui s'est relancée de nombreuses fois. La tendance horaire, si vous comptez ici le nombre de fois où elle s'est relancée, alors bon, donc la première relance, ok, deuxième relance ici après une consolidation complètement plate, troisième relance dans le contexte, quatrième, cinquième, sixième relance et septième relance, enfin ils ont essayé la septième relance hier dans le contexte. Ça fait quand même un peu fort en nombre de relances dans une tendance. Attendez-vous donc à une consolidation longue dans un objectif haussier. Moi j'ai un objectif baissier, donc je m'attends tout simplement à ce qu'on dégrade ce sentiment haussier le plus possible. Voilà, bref, donc un schéma en 5 vagues à surveiller pour ma part avant de pouvoir reprendre des trades en intraday. C'est-à-dire quand ici on aura bien baissé et que j'aurai au moins une structure de range précoce, je pourrai de nouveau respéculer. Pour l'instant, j'attends, je suis levier max spéculatif, donc je ne prends plus aucun trade. Voilà, je peux plus toucher les indices américains, sinon je vais m'y faire couper les doigts. On va parler rapidement donc de Tesla. Alors, news flow négatif, hein, donc c'est quand même magique. Donc c'est Musk se refait attaquer par la SEC hier. Il continue de jouer le couillon sur Twitter. Donc bon, enfin on revient. Et alors là, moi je vois ça, je me dis, waouh, putain, génial, gap baissier sur Tesla, sur le support, dans un contexte vendeur et dans une tendance vendeuse. Waouh, c'était du pain béni. J'ai renforcé hier et, comme par hasard, une clôture haussière. Alors là, celle-là, je ne l'ai pas vu venir, je ne peux pas vous le cacher, sincèrement. J'ai regardé ça en fin de journée, je regarde le marché toujours avant la clôture. Je regarde ça, je me dis, mais non, mais sans déconner, ils ont réussi à tirer une clôture haussière. C'est-à-dire, le truc a quand même ouvert à -3 et on finit à +1. Alors, c'est fort. Moi, franchement, je vous dis, c'est fort. Hein. C'est juste. No comprendo comment c'est possible, mais c'est comme ça. Donc Tesla, je surveille, je reste patient. Vu qu'ils ont réussi à remonter, je me dis, ah tiens donc, on la voit cette jolie oblique, ils vont juste essayer de nous la briser. Donc je tiens, hein, de toute façon, Tesla, moi mes stops sont là. Hein. Enfin, du coup maintenant ils sont là. Donc j'ai renforcé suffisamment, je me suis projeté sur les breakouts, j'espère que Tesla me la mettra pas à l'envers. Maintenant, bon... C'est vrai que j'y suis allé un peu fort, j'aurais dû attendre des clôtures, et là, bon bah voilà, moi à l'ouverture j'avais le news flow, j'avais tout ce qu'il fallait, j'y suis allé un petit peu fort, et là je suis en train de me faire prendre à contre-pied. Donc on va voir, hein. De toute façon dans tous les cas c'est un stop gain sur Tesla, hein. C'est-à-dire que si ça monte ici, je stoppe en gain, et je reprendrai éventuellement des positions après, mais voilà. Bon, il y a toujours ce risque, comme je vous dis, que Tesla, bah, si ça se dégrade, de toute façon si on dit au revoir à la zone des 300 par le sud, c'est game over, parce que je vous rappelle qu'ils ont une échéance obligataire début mars, ce qui fait que si ici
Ils trouvent pas du jus pour remonter à 360, ils se font couper la tronche parce qu'ils vont probablement finir en junk bond. Enfin, c'est pas du junk bond Tesla, mais ça va très rapidement le devenir. Sur 300, je dirais que c'est pas un junk bond. Voilà, on dirait à 312, ce sera probablement acceptable. Ils auront quand même, il faudra qu'ils se financent sur le marché obligataire, mais ils trouveront probablement des prix pas trop dégueux. Mais par contre, si on reste là, voire on continue à baisser, c'est-à-dire si on se dirige vers les 250, bah, plus ton prix de revient est pourri, plus les gérants obligataires vont demander de garantie. C'est aussi simple que ça. Si on dégrade les perspectives sur Tesla, comment voulez-vous qu'ils payent des taux intéressants? Donc bon, voilà, c'est la grande question. Moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour se dégrader. Malheureusement, bon, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait gagné. Bon, on voit qu'en daily, c'est pas non plus l'euphorie. Hein. C'est-à-dire, c'est le genre de bougie, ça ouvre. C'est bizarre cette histoire. Oh, il y a des trucs il y a des trucs qui m'échappent là. Euh, Attendez, j'ai pas encore mis les. D'accord. Alors là, il faudra m'expliquer quand même comment en 4 heures je peux avoir une ouverture ici à 292 et comment en daily je peux avoir une ouverture à 297. Là, c'est fort là quand même, hein, parce que, enfin, je sais, inquiétant là quand même. Enfin, normalement, la donnée elle est censée être propre et là, je vois des trucs qui me semblent un peu incohérents. Bref, surtout que je me rappelle bien qu'on a ouvert ici, hein, donc là, les bougies daily, elles me paraissent un peu cheloues. Donc bref, à surveiller. Mais bon voilà, donc Tesla pour moi ça reste toujours sous le coup donc de cette impulsion baissière. J'aimerais bien la voir se concrétiser, c'est-à-dire revenir s'enfoncer dans les contextes dans la tendance daily et donc enfoncer le contexte de ce range extrêmement long. Et je m'attends donc à un décrochage de ce style, hein, c'est-à-dire ça vient ici et puis bam, on s'enfonce et on vient chercher les 210, enfin un vrai enfoncement comme ça et à ce stade-là, ce sera une belle partie bien jouée sur Tesla. Je fais rien d'autre pour l'instant sur les marchés américains, donc j'attends hein, timidement que ça baisse. General Electric, alors voilà, ça franchement, c'est vrai qu'on va en parler. Donc il y a eu le rachat de je sais plus trop quoi. Donc moi c'est cool, hein, du coup je me suis fait rémunérer, je crois. Bon, c'était pas grand chose, hein, mais je crois ils m'ont envoyé 200 ou 300 balles. De revalorisation. Donc c'est tout simplement des prises de profit qui sont liées à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouaient, c'est pas un dividende du coup, mais qui jouaient ce coup-là. Et tout simplement, bah, quand le coup arrive, les prix montent, les gens vendent. C'est aussi simple que ça. Et en gros, ils ont récupéré le pseudo-coupon. Et derrière, on se tire avec l'argent. Bon, c'est plus de dire, c'est des spéculateurs à court terme qui sont venus, en gros, qui sont rentrés par là, qui ont joué le coup et qui sont tout de suite sortis derrière. Ils ont récupéré des petits pourcentages ou ils sont rentrés par là un peu anticipatifs. Bref, moi tout ce qui comptait c'était qu'on renverse ces contextes. Comme là ici on était sur un pur excès de marché, hein, voilà, donc voilà pourquoi je tradais ça à l'époque. Hein. Moi je tradais ça dans un contexte d'excès de marché. J'ai subi tout l'excès complètement débile sur la partie buy and hold. Maintenant, je pense qu'on va le corriger. Et étant donné qu'ici, on n'est pas que dans des excès daily, qu'on est dans des contextes mensuels, je pense qu'on peut revenir sans problème chercher un contexte hebdo, hein, c'est-à-dire ici. Mais bon, celui-là, il va baisser vite, hein, qu'on soit bien d'accord. Celui-là, il va baisser comme ça. Donc, je vise toujours à horizon quelques trimestres, voire... alors, moi, je vise que quelques trimestres, hein, et je pense qu'on peut revenir par là. Au maxi. Après, ça me semble un peu trop indécis sur cette valeur. Donc, premier arrêt pour moi dans la zone des 12,30, hein, où je récupérerai des petits gains, mais des gains. Et après, je vise toujours ma zone des 16,20 sur mes retracements FIBO. Et sinon, c'est la partie buy and hold. Là, je suis prêt à la tenir plusieurs années, même si on doit mettre 3 ans avant de retrouver le contexte vendeur. Donc, l'objectif de ce trade, c'est bien un trade hebdomadaire d'achat du contexte que j'avais fait ici, hein, et bah ça, voilà, je me suis subi le risque à court terme. C'est complètement con, hein, ça, mais bon, encore une fois, on ne cherche pas à rationaliser les marchés qui sont dans l'excès. Un marché qui est dans l'excès, si vous pouvez subir l'excès, vous le subissez. Si vous ne pouvez pas, vous sortez, puis vous rentrerez plus tard. Le yen, on va regarder mon pote le yen, évidemment ça se renforce et ça c'était prévisible, on va regarder en daily, voilà, l'avalement haussier daily avec le signal et le surcharge sur le niveau FIBO, donc voilà, bon là c'est la totale, hein, donc le yen recherché, des indices américains sous résistance, bien fatigués, voilà, bon donc yen recherché, la grande classique, qui me déplaira pas du tout. Donc moi je suis toujours sur mes ventes spéculatives de yens, enfin mes ventes spéculatives de paires en yens, et je reste patient. Je vais peut-être, putain le SDN je le savais, hein, mais quelle bande de putes.
Bref, bon, c'est comme ça, hein, mais bon, je déteste me faire chasser les stops comme ça, surtout quand ça c'est typiquement le genre de stop que je vois arriver, je me repousse pour pas me faire dégommer. Bon, après c'est rien, hein, c'est une petite position spéculative, c'est un renfort spéculatif qu'on m'a fait sauter, donc j'ai toujours des ventes heureusement, mais c'est juste, ça me fait un peu chier de m'être fait prendre stupidement là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, c'est à peu près tout. Alors gold, si on va jeter un œil au gold, qu'est-ce qui nous fait le gold? Ok, donc pour l'instant pas de biais directionnel pour le gold. Et le dollar, ah ben voilà, no comment, ça baisse et on est dans la partie basse du canal. Donc là, il y a un biais baissier dans une tendance hésitante, mais pour moi plutôt sur un objectif baissier, et rejet donc du canal de tendance. Donc je pense ici installation de la tendance baissière à venir, direction les contextes acheteurs, toujours le même. Biais pour moi baissier sur le dollar, fortement baissier, et la grande question va être donc de dire comment on va pouvoir justifier dans un contexte euphorique une baisse du dollar, une baisse des actions et très probablement en plus de ça une hausse des taux. C'est compliqué, c'est-à-dire que si l'obligataire chute, le dollar chute et les actions chutent, ben ça veut dire qu'on a toujours des craintes sur la fameuse croissance. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a comme chiffre demain? Le GDP du Q4 2018, qui sera très très attendu. Donc on va voir, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de pricer un super GDP. La confiance des consommateurs hier n'était pas mauvaise. Elle est sortie au-dessus du consensus, mais bon, voilà. Moi, pour ma part, c'est pas cette stat que j'attends le plus. Disons que celle-là, je l'attendais au cas où elle déçoive considérablement le marché. Bon, là, elle déçoit pas, c'est pas très très grave. Ce que j'attends maintenant, c'est le fameux GDP réel du Q4 des États-Unis. On va voir si effectivement il y a un ralentissement. Et de combien celui-ci pourrait-il être? C'est ça, je pense, que le marché maintenant recherche. Powell a donc discuté. Alors c'est quand même fou, hein, c'est-à-dire que maintenant, donc, ce sera probablement la première fois que les banquiers centraux commenceront à sentir venir quelque chose. Normalement, les récessions, ils ne les voient pas venir, mais là, ils sont tous plus ou moins d'accord pour accuser du ralentissement économique. Alors, ça se passe toujours en plusieurs étapes, c'est-à-dire que le ralentissement, normalement, précède une phase récessive. Mais là, on dit, non, non, on constate le ralentissement, mais il n'y aura pas de phase récessive parce qu'on est là. Ouais, eh ben on va voir. Voilà, moi je dis, on verra, mais j'y crois pas une seconde. C'est toujours donc le même biais pour ma part. Vendre les actions américaines parce que ce sont les seules sur lesquelles il y a encore un ratio risque-rendement intéressant. En fait, il faut vendre tout ce qui a rebondi, voilà, les Kering et compagnie, tous les trucs où c'est un risque de vendre. D'accord? C'est le risque que la tendance soit haussière et que vous vous fassiez péter du stop. Si vous prenez le risque de vous prendre des stops, il faut que ça rapporte quelque chose. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est que vendre des actions qui sont déjà en tendance baissière, ça ne m'intéresse pas. Alors certains, ils vont dire c'est plus facile, mais bien sûr c'est plus facile. Et ça fera des trades qui gagnent beaucoup plus. Plus de trades gagnants, pardon, mais des trades qui gagnent que dalle, qui gagnent peanuts. Et moi ça m'intéresse pas. Voilà, je préfère prendre du risque, ça m'en fout d'avoir tort 90% du temps. Et tant que le 10% restant, le trade repasse positif et me donne un gain. Voilà. C'est juste pour le gain, faut pas prendre trop de risques. C'est la seule chose que je fais personnellement. Le VIX, donc toujours pareil, hein, on reste à l'achat, ça monte en même temps que le yen, je pense qu'il y a encore des objectifs haussiers à aller viser, donc de toute façon pour moi des replis vers les supports assez mécaniques sur les US. Moi ce que j'aimerais donc c'est voir surtout nos grosses valeurs là prendre un gros coup de massue d'un coup, se remettre à saigner bien fort pour accuser le coup et montrer en fait, ouvrir la voie vers les objectifs un petit peu plus baissiers, c'est-à-dire j'aimerais les voir toutes là, les Tesla, Apple, machin, casser des supports. C'est-à-dire qu'Apple pour l'instant ça casse rien du tout, hein, Microsoft non plus, mais je veux les voir, voilà, et pam, recommencer à casser des supports, et après un petit rebond du chat mort là, et après les voir attaquer sérieusement les supports. Voilà. Bon, parce que moi pour moi un truc comme ça c'est la même chose, hein, c'est hésitant, on veut pas y aller, on veut surtout pas, mais comme le S&P 500, ça n'a pas franchi les résistances, on les rejette. Alors certes, on est revenu les chercher, mais en attendant, ça reste des sommets descendants avec des creux descendants. Et bah, si vous appelez ça une tendance haussière, on n'a pas le même jargon. Maintenant, bon, bah, y en a qui espèrent qu'effectivement, il y ait toujours tendance haussière, que ça n'était qu'une phase de consolidation, auquel un ABC, hein, voilà, ABC, et puis hop, on va s'enfoncer dans le sommet historique. Ça, évidemment, c'est ce que Wall Street veut. Hein. On va pas se leurrer.
graphiquement parlant, les mecs ici pensent ça. Mais voilà, j'apprends toujours à contextualiser. Donc supprimez-moi les prix. Si vous avez envie d'acheter un truc comme ça, vous n'avez rien compris. Voilà. Ça, c'est pas achetable. Ça veut dire qu'il y a des excès de marché. Il n'y a pas une structure de parabole. On la voit pas. Hein, et vous voyez pas le canal de tendance partir en complète sucette. Donc ça, c'est juste un excès de marché. On fait quoi dans un excès de marché? On corrige. Et on corrige depuis le moment où l'excès a commencé, au minimum, d'accord? Pour moi, le départ de l'excès, c'est là. Donc pour moi, si vous achetez Microsoft avant 75-80 $, c'est pas une opération intéressante. C'est ici que ça a commencé à partir en sucette, c'est par là que se trouve le dernier support. Donc, ceux qui pensent que la conso elle est déjà finie et qu'on peut continuer à s'euphoriser alors qu'il y a déjà eu des excès de marché manifestes sur les dernières années, ça me semble quand même extrêmement dangereux. Voilà. Et encore une fois, là, on ne parle pas de tuer la valeur et de dire ah mon Dieu, elle est morte et elle ne remontera plus avant 10 ans. Non, non, il s'agit de dire il y a un excès de marché manifeste, un peu parabolisant quand même. Hein. On voit bien quand même la structure légèrement parabolique. Mais je ne vois pas l'accélération parabolique du canal de tendance, donc on va dire excès dans le doute. Mais pour moi, voilà, ça commence là. Avant, c'était pricé, c'était une belle tendance. Là, c'était carrément ultra mature, ça commençait à devenir de l'excès. Et puis là, c'est du grand n'importe quoi. Donc pour moi, c'est là que ça s'arrête. C'est là qu'on retourne. Et donc ça, c'est pas mature. Et ça va très probablement, donc, dans ce schéma-là, hein, on est là, ça échoue. Et bam, on en remet un coup. Voilà, pour moi, c'est la grande classique. Hein. Et c'est de dire, c'est un schéma de type WXY, pour ceux qui connaissent Elliott, pour moi. Et là, on le voit bien. Hein. C'est vraiment le schéma, paf, W. Là, on fait la vague X et on vient chercher la vague Y. C'est-à-dire un ABC ici. Hein. Effectivement, ça baisse en deux vagues, on les voit bien. ABC. Ça remonte en deux vagues. On les voit bien aussi. Hein. Regardez, ça vient attaquer un coup ici. Ça revient et on a une deuxième impulsion. Vous allez voir, c'est juste mécanique. Pour moi, ici, on repart ABC. Et ici, après, oui, on achète. Donc là, on est sur des points très intéressants, avec un stop loss au sommet historique. Hein, et d'accord qu'on va au sommet là-dessus, c'est terminé, la stratégie ne fonctionne plus. On encaisse sa perte et on ravale sa fierté, évidemment, avec. Mais voilà, pour moi, le schéma, c'est bien ça. Hein, voilà. Vous voyez, je vous replace les vagues. Hein, c'est deux coups en bas, deux coups en haut. Là, deux coups en bas. On va y arriver, hop, deux coups en haut, bon voilà, no comment. Hein. Ça peut progresser encore un peu, hein, c'est-à-dire qu'un truc comme ça peut monter, parce que théoriquement dans le WXY, le point X revient chasser juste au-dessus du point B sans démonter le point d'origine. Donc là, il est possible que ça monte un tout petit peu encore ici et qu'on vienne juste chasser cette résistance, mais normalement on ne cassera pas la résistance majeure, le sommet historique, et derrière, ça se redégrade, et c'est là qu'on comprend que le pire est devant nous, et théoriquement, dans ce genre de structure, comme on a fait plus ou moins un double top, là qu'on est très proche des sommets, on risque d'échouer ici, puis de casser une grosse vague C qui reportera ce range derrière. Bref, ça viendra à suivre, hein. Donc pour l'instant c'est la phase spéculative, on ne prend pas trop de risques, on trempe l'orteil dans l'eau pour avoir un trade avec un prix confortable quand les renforts viendront plus tard. Voilà, bon allez, je ne vais pas faire une tournée générale, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Surveillez donc les actions américaines sans vous exciter non plus. Mais voilà, donc patience, pour moi les scénarios arrivent plus ou moins à échéance. En tout cas les décisions vont se prendre très prochainement, hein, puisqu'on voit que toutes ces valeurs-là, elles sont un peu à bout de souffle, là les grosses. Et j'ai donc un petit ascendant et un petit espoir sur Tesla pour la voir se faire dérouiller. J'aimerais bien voir des gaps baissiers tenus. Effectivement, hier c'était un échec, ça n'a pas tenu. Mais celle-là, vous pouvez être certain que dès qu'elle se prend un gap baissier et qu'elle tient, je la renforcerai considérablement. Hier, j'ai pris un premier renfort, j'ai abaissé mes stops et j'ai pris le renfort en conséquence de cet abaissement de stop. Là, dès qu'on attaque les choses sérieuses, c'est-à-dire dès qu'on commencera à se diriger vers les supports et qu'on tiendra les gaps baissiers, là, évidemment, je n'hésiterai pas à rabaisser de nouveau les stops et donc augmenter à nouveau l'exposition. Voilà, pour l'instant, patience, attentisme, toujours des leviers spéculatifs, mais au maximum des leviers spéculatifs en abaissant les stops, ça permet de renforcer. Voilà. Peut-être un petit coup d'œil quand même GBP. Bon voilà, c'est propre, hein, GBP c'est plutôt pas mal. Donc là, hein, on voit bien dans une tendance haussière. Donc après, ça a pris du temps, hein, GBP, oh Dieu que ça a été long. Mais donc voilà, ça y est, hein, pour moi, le trade validé. On vient d'aller chercher les objectifs, donc des premiers encaissements à venir. Donc voilà, en fait, un boulot tout simplement fait. Donc je pense ici, rien à faire, hein, pour ma part. Je pense qu'on vise sans problème les 1,36 et ce sera qu'une gestion du risque pour ma part. C'est-à-dire au cas où, hein, mais bon, pour moi, la structure, c'est vraiment formé, là. On
on voit bien le creux très long. Il y aura probablement des pullbacks, hein, c'est raison pour laquelle je pense qu'il faudra quand même pas réduire un peu son exposition par là sous condition de signaux dans le contexte vendeur. Mais pour ma part, je pense qu'on ne reviendra pas chasser ça. Parce qu'ici, il y a des stops. Et je pense que du coup, on a un support ici. Je ne mettrai pas mes stops là pour l'instant. Ça me paraît. Enfin, si, dans cette phase ascendante, mes stops ont été remontés là. Hein, voilà. Mais une fois que j'aurai atteint les premiers objectifs, je pense que justement, je remettrai un stop là. Et j'attendrai qu'on forme le creux pour reprendre éventuellement donc, une structure ascendante. Faut faire, voilà, le problème du Brexit, c'est que c'est très incertain. Ça peut être un coup haussier, un coup baissier, un coup haussier, un coup baissier. Je ne suis pas certain que cette zone-là, elle soit safe réellement, donc prudence, et donc pour moi, dès qu'on atteint les objectifs ici, pas hésiter à surveiller les différents signaux. Pour l'instant, il faut juste prendre du pognon et ne pas s'en plaindre. L'euro-dollar, et voilà, hein, toujours pareil, nombreux sont ceux ici qui le voyaient s'effondrer. Et pour l'instant, on est juste en train de leur donner tort. C'est pas encore en franchissement de résistance ici, mais je pense sincèrement que c'est le prochain à venir. C'est-à-dire que pour l'instant, dans le dollar index, c'est surtout GBP qui pèse. Ça pèse quand même pas mal, hein. Bon, c'est pas non plus le truc de ouf. Le yen va se renforcer, ce qui fait que très probablement, à mon avis, le dollar va se prendre une double cartouche et reste derrière qui? Les vilains européens. Donc vous savez déjà sur qui va taper Trump juste après avoir signé son accord. Vous savez que c'est chez nous que ça va taper. Il va évidemment tout faire pour taper sur le plus faible et j'espère que cette fois, il aura une réponse un petit peu plus sévère de l'Europe. À savoir, tout simplement, il y a des moyens de discussion en Europe. Hein. C'est pas parce quand Trump arrive avec ses gros sabots et qui négocie à sa manière, qui est toujours aussi redneck que possible, il y a des contreparties. Hein. Il faut savoir que toutes les grosses capis américaines qui payent quasiment pas d'impôts en Europe, ça, pour le coup, c'est un levier de négociation assez important. Hein. L'Europe, c'est un partenaire commercial, c'est pas un vilain méchant sur qui tu tapes parce qu'ils vendent des voitures allemandes chez toi. C'est débile, hein, encore une fois, cette vision du commerce international qu'a Trump. Et elle est complètement faussée. Hein. D'ailleurs, j'ai vu un reportage là-dessus. C'est complètement fou, en fait. Ce mec a une vision du commerce qui est dingue, en fait. C'est un commercial qui fait de la politique en comprenant que la géopolitique, c'est quand même quelque chose d'un peu différent. Alors, il a peut-être appris 2-3 conneries quand même, parce que voilà, mais bon, enfin... moi, je trouve ça quand même dangereux d'avoir un mec qui a une vision du monde qui n'est pas franchement la bonne. Pour l'instant, ça lui sourit. J'attends toujours de voir la contrepartie pour faire un jugement. Encore une fois, on ne juge pas quelqu'un à la seule lueur du plaignant ou de sa défense. Hein, voilà. C'est pour juger, on est obligé de voir les deux parties et de faire un juste milieu. Donc pour l'instant, Trump, c'est génial, ça fonctionne. Moi, j'ai envie de voir comment ça gère quand ça ne fonctionne pas et je pense que ça arrive dans les prochaines années. Allez, bye bye. À demain.